Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro. Je suis avec Annie ce matin pour décortiquer tout ça. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce débrief. Et on a du lourd aujourd'hui, parce que la nuit a été longue pour deux des plus grandes nations du football mondial. D'un côté, l'Argentine, championne du monde en titre, qui a une nouvelle fois marché sur un fil face à la Suisse, obligée d'attendre la prolongation pour valider son billet pour le dernier carré. De l'autre, l'Angleterre de Jude Bellingham, portée par un doublé de son numéro 10, qui a dû elle aussi passer par les 30 minutes supplémentaires pour venir à bout d'une Norvège séduisante et accrocheuse. Deux qualifications arrachées, deux scénarios à suspense, et en prime, un début de polémique du côté anglais entre Bellingham et son sélectionneur Thomas Tuchel. Et moi je peux dire que ce n'était pas que du spectacle sportif, il y a des vrais sujets à creuser des deux côtés, entre les certitudes qui se fissurent chez les champions du monde en titre et cette petite étincelle de tension qui commence à poindre dans le vestiaire anglais. Dans cette vidéo, on revient sur le scénario complet du quart de finale entre l'Argentine et la Suisse, on décortique ensuite la qualification anglaise face à la Norvège, et on termine par cette sortie remarquée de Bellingham contre son entraîneur. Et je te promets qu'on n'esquive rien, ni sur les décisions arbitrales qui ont marqué cette nuit de football, ni sur ce climat un peu tendu qui s'installe autour de l'équipe d'Angleterre à la veille d'une demi-finale. Avant d'aller plus loin, un like si tu veux qu'on continue à analyser le foot mondial comme ça, sans filtre et sans se limiter à un seul club ou un seul pays. Voilà, c'est le coup de sifflet final à Kansas City, et il faut dire les choses clairement. Cette qualification argentine a été obtenue dans la douleur. Face à une solide équipe de Suisse, l'Albi-Céleste a longtemps semblé dépassé, avant de finalement s'imposer 3-1 après prolongation. Pour cette rencontre, Lionel Scaloni reconduisait son système en 4-4-2, avec Leandro Paredes, Rodrigo de Paul, Enzo Fernandez et Alexis Mac Allister dans l'entrejeu, et un duo Messi-Alvarez devant. En face, Murail Yakin alignait sa Nati en 4-2-3-1, avec Dan N'Doye, Fabian Rieder et Djibril Sow en soutien de Bril Embolo, la pépite Johan Manzambi restant blessé. Dès les premières minutes, la Suisse prenait pourtant le jeu à son compte et occupait le camp argentin, mais sans la justesse technique nécessaire dans le dernier geste. Et c'est tout le contraire qui s'est produit sur la première incursion argentine. Sur un corner botté par Lionel Messi, Alexis Mac Allister a logé sa tête dans la lucarne dès la 10e minute. Ah là, tu as raison de le souligner, parce que c'est vraiment le scénario qu'on a vu plusieurs fois dans ce tournoi pour la Suisse. Une équipe qui domine largement les débats sans réussir à concrétiser, et qui se fait punir sur l'une des rares séquences adverses. Djibril Sow avait bien tenté sa chance dès la 20e minute, mais Emiliano Martinez n'a eu aucun problème pour capter. Et cette réalité s'est confirmée après la pause. Il a fallu attendre l'heure de jeu pour voir la Nati hausser vraiment le ton. Bril Embolo a d'abord placé une tête trop molle sur un centre de Ricardo Rodriguez, à la 60e minute, avant qu'un nouveau centre du même Rodriguez ne trouve la tête croisée de Dan N'Doye, repoussé par le gardien argentin 5 minutes plus tard. Granit Xhaka a lui aussi tenté sa chance d'une frappe lointaine et puissante, sans plus de réussite. Mais la Suisse a fini par être récompensée de ses efforts. Sur un 1-2 entre N'Doye et Rodriguez côté gauche, l'attaquant suisse a ajusté Martinez d'une frappe croisée pour égaliser à la 67e minute. Et c'est exactement à ce moment-là que le match a totalement basculé, mais pas de la manière qu'on aurait pu imaginer. Quelques minutes après cette égalisation méritée, Bril Embolo s'est retrouvé exclu suite à une décision arbitrale assez spectaculaire. Il avait déjà été averti en première période, et l'arbitre, après une intervention de la VAR, est revenu sur une faute initialement sifflée en faveur de la Suisse pour la requalifier en simulation du côté suisse. Synonyme de deuxième carton jaune et donc d'expulsion, à la 72e minute. Je respecte énormément ce qu'a livré la Suisse sur l'ensemble de cette rencontre, mais il faut être honnête. Cette décision a complètement rebattu les cartes alors que la Nati dominait clairement son sujet à ce moment précis du match. Ce n'est pas une attaque contre l'arbitrage, c'est une observation sur un tournant qui a des conséquences énormes sur la physionomie d'un quart de finale. Tout à fait, et ce n'est d'ailleurs pas la première fois dans ce tournoi que l'Argentine profite d'un coup de pouce du sort, puisque cette séquence intervient seulement quelques jours après la polémique née d'un but refusé à l'Égypte en 8e de finale. Ça commence à faire beaucoup pour une seule et même sélection. À 10 contre 11, la Suisse a pourtant tenu bon pendant une trentaine de minutes, repliée dans un bloc bas très organisé. L'Argentine poussait pour profiter de sa supériorité numérique, mais sans trouver la faille. Mac Allister a vu sa tête passer au-dessus du cadre à la 89e minute, Messi a frappé à côté dans le temps additionnel, et Lisandro Martinez a vu sa reprise acrobatique repoussée par un excellent Gregor Kobel. Malgré cette domination stérile, les deux équipes se sont quittées sur un match nul et sont parties en prolongation. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant, parce que même en prolongation, l'Argentine a continué à souffrir face à une Suisse héroïque à 10. Thiago Almada a envoyé une lourde frappe qui est passée tout près du cadre suisse, sans trouver le chemin des filets, à la 95e minute. Il a fallu attendre la 113e minute pour voir Julián Alvarez trouver la lucarne d'un tir enroulé magnifique, avant que Lautaro Martinez ne vienne sceller le score dans le temps additionnel de la seconde période de prolongation, à la 120e minute plus une.
Impossible de ne pas saluer la performance de la Suisse dans ce match, et plus largement sur l'ensemble de ce tournoi. Rejoindre les quarts de finale pour la première fois depuis 1954, c'est déjà un exploit en soi pour cette génération suisse. Face aux champions du monde en titre, réduite à 10 pendant près de 50 minutes, la Nati a poussé jusqu'au bout et méritait clairement mieux que ce dénouement cruel. Et du côté argentin, l'heure était plutôt au soulagement qu'à l'euphorie après la rencontre. Lionel Scaloni a reconnu que son équipe avait beaucoup souffert face à une formation suisse très physique, tout en saluant ce qu'il a qualifié d'accomplissement à nouveau historique pour cette génération argentine. Julián Alvarez, lui, a insisté sur la patience collective qui a fini par payer, expliquant que le groupe savait que le but finirait par arriver en restant uni. Quant à Lionel Messi, il s'est dit simplement très heureux d'avoir passé cette étape, consciente d'être passé tout près d'une désillusion. Ce n'est pas une attaque personnelle envers cette équipe d'Argentine, c'est une observation sur une réalité qui accompagne son parcours depuis le début du tournoi. Le mental et l'expérience de ce groupe lui permettent encore de renverser des situations compliquées, mais les difficultés physiques et les polémiques arbitrales continuent d'alimenter le débat autour de cette sélection. Et je reste convaincu de la valeur globale de cette équipe, qui reste malgré tout en course pour un deuxième sacre consécutif. D'ailleurs, avec cette victoire, l'Argentine égale un record peu commun, puisque c'est la 13e fois de son histoire en Coupe du Monde qu'elle dispute une prolongation, un record absolu pour une même sélection dans la compétition. Ça en dit long sur la propension de cette équipe à jouer avec le feu à chaque tour. Et pendant que l'Argentine transpirait à Kansas City, un autre scénario à suspense se jouait du côté de Miami, entre l'Angleterre et la Norvège. Opposés à une séduisante équipe norvégienne, les Trillions ont eux aussi dû attendre la prolongation pour valider leur billet pour les demi-finales, s'imposant finalement 2-1. Pour ce match, Thomas Tuchel alignait son équipe en 4-2-3-1, avec Harry Kane à la pointe, et 2 changements par rapport au tour précédent. Noni Madueke retrouvait sa place à la place de Bukayo Saka, et Ezri Konsa glissait sur le côté droit de la défense, à la suite de la suspension de Jarell Kansa. En face, la Norvège s'organisait en 4-3-3 avec Erling Haaland titularisé en pointe. Le début de match a d'abord été marqué par une phase d'observation prudente, chaque équipe cherchant à exploiter les espaces sans se montrer réellement dangereuse. Et oui, et ça finit par se débloquer d'une manière assez inattendue. L'Angleterre pensait avoir pris l'ascendant avec des occasions par Riley puis Madueke juste avant la 25e minute, et un coup franc manqué par Kane un peu plus tard. Mais c'est finalement la Norvège qui a ouvert le score sur sa première véritable offensive du match. Hjelderup, lancé côté gauche, a envoyé un centre-tir qui a fini sa course dans la lucarne opposée avec l'aide du poteau, à la 36e minute. Un but superbe qui a clairement sonné les Trillions. Et ça a été un vrai coup de tonnerre, parce que dans la foulée, la défense anglaise a complètement subi les assauts scandinaves, sans que Sorlo ni Odegaard ne parviennent à faire le break. Mais à l'expérience, l'Angleterre a fini par recoller juste avant la pause. Superbement servi par Gordon, Jude Bellingham s'est emmené le ballon, a pris de vitesse la défense norvégienne et a trompé le gardien d'une frappe croisée clinique à la 45e minute plus 2. Kane pensait même donner l'avantage aux siens dans la foulée, mais son but a été logiquement refusé pour hors-jeu. Un nouveau coup dur pour des Norvégiens qui n'ont pourtant jamais lâché. Refroidi par cette décision, la sélection de Ståle Solbakken a continué à pousser et est même passé tout près du break un peu plus tard. Sur un nouveau corner, la tête déviée d'Ager est venue s'écraser sur la barre transversale de Pickford à la 76e minute. Malgré cette pression constante, les deux équipes se sont quittées sur un match nul au terme du temps réglementaire, direction la prolongation. Impossible, encore une fois, de ne pas saluer le parcours de cette équipe de Norvège. Pour son tout premier quart de finale de Coupe du Monde, elle a livré une prestation pleine de caractère face à l'un des favoris de la compétition, et elle repart la tête haute malgré cette élimination cruelle. Et au-delà du terrain, cette qualification anglaise a pris une tournure inattendue dans les heures qui ont suivi le coup de sifflet final. Ah, ça, c'est le genre d'épisode qui ne manque jamais d'alimenter les conversations à la veille d'une demi-finale de Coupe du Monde. Malgré son doublé décisif, Jude Bellingham n'a pas fait parler de lui uniquement pour sa prestation. Agacé par des critiques émises par Thomas Tuchel après la qualification, jugeant la prestation de son équipe en deçà du niveau attendu, le milieu anglais a répondu de façon assez sèche en zone mixte, relançant les interrogations sur sa relation avec son sélectionneur. Interrogé une première fois sur ses propos, Bellingham avait d'abord préféré balayer la question avec un sourire, avant de saluer l'engagement de ses coéquipiers dans une période qu'il a qualifiée d'éprouvante. Mais relancé un peu plus tard au micro d'une télévision britannique sur l'exigence affichée par Tuchel, le joueur du Real Madrid s'est montré plus piquant, laissant entendre que son sélectionneur ne mesurait peut-être pas la difficulté de jouer face à des adversaires du calibre d'Haaland ou d'Odegaard, et assumant que son équipe avait parfois dû, selon ses mots, jouer un peu moins proprement pour l'emporter ce soir-là. Je respecte énormément ce qu'a livré Bellingham sur le terrain depuis le début de ce tournoi, mais il y a quand même un vrai sujet de fond derrière cette sortie. Ce n'est pas la première fois que les relations entre les deux hommes sont décrites comme tendues depuis l'arrivée de Tuchel à la tête de l'Angleterre, qui avait même écarté Bellingham de plusieurs rassemblements en tout début de mandat, avant de finalement lui redonner sa confiance pour ce mondial.
Ce n'est pas une attaque personnelle envers l'un ou l'autre, c'est une observation sur une situation à surveiller de très près. Bellingham est redevenu le meilleur joueur des Trillions depuis le début de la compétition, et je reste convaincu de la valeur de la relation qui unit ce groupe. Mais cette petite étincelle, si elle n'est pas éteinte rapidement, pourrait prendre une tournure plus embarrassante à quelques jours d'une demi-finale de Coupe du Monde. Et clairement, il y a un angle que tout le monde va regarder de près dans les prochains jours. Est-ce que cette tension va rester circonscrite au micro d'après-match, ou est-ce qu'elle va s'inviter dans la préparation de ce choc face à l'Argentine? Avec ces deux résultats, les cartes sont totalement posées pour la suite de la compétition. L'Argentine et l'Angleterre se retrouveront ce mercredi pour une place en finale, et c'est un choc qui s'annonce déjà énorme entre deux nations aux profils bien différents. D'un côté, une albicéleste qui avance sur un fil depuis plusieurs tours mais qui reste portée par son mental de champion en titre, de l'autre, des Trillions portés par un Bellingham stratosphérique, mais dont l'alchimie avec leur sélectionneur semble à surveiller de près. Je suis d'accord, et j'ajouterai que ce sera aussi un vrai duel de patience et de gestion physique, tant les deux équipes ont enchaîné les efforts prolongés sur ce tournoi. Reposer les organismes avant mercredi sera presque aussi important que le travail tactique. Si je résume cette double actualité en quelques mots, l'Argentine confirme qu'elle sait souffrir et se relever, quitte à alimenter les polémiques arbitrales autour de son parcours, pendant que l'Angleterre confirme sa dimension collective sur le terrain, tout en laissant transparaître une tension interne qu'il faudra désamorcer avant d'affronter les champions du monde en titre. Dis-nous en commentaire, entre l'Argentine et l'Angleterre, qui a selon toi le plus de chances de rejoindre la finale de ce mondial mercredi, et est-ce que tu penses que cette sortie de Bellingham peut vraiment perturber la dynamique anglaise à ce stade de la compétition? Foot News FR, le seul endroit où tout le foot mondial tient en une chaîne. Abonne-toi pour ne rien rater de cette demi-finale qui s'annonce déjà comme l'un des sommets de ce mondial. Merci Annie pour ces analyses toujours aussi pertinentes. On se retrouve très vite pour Argentine-Angleterre.